Bonjour à tous et toutes. Je suis Caroline Dufour, présidente de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation, et je suis accompagnée de Gaëlle de Roussan, directrice générale et secrétaire de l'Ordre des conseillères et conseillers d'orientation du Québec. La présentation d'aujourd'hui a pour but de vous éclairer sur les modifications proposées par le projet de loi 67 qui vise l'accès aux services en santé mentale. Dans un premier temps, nous allons vous expliquer les activités réservées ainsi que les changements apportés par ce projet de loi. Et dans un deuxième temps, nous répondrons à vos questions courantes. Alors, on est très content d'être là aujourd'hui pour vous expliquer l'évaluation des troubles mentaux et l'évaluation du retard mental. La première chose qu'on doit clarifier pour comprendre de quoi il s'agit, c'est qu'est-ce que l'évaluation des troubles mentaux et de la déficience intellectuelle. Alors, pour ce faire, je vais vous lire un extrait du guide explicatif de la loi modifiant le Code des professions, qu'on connaît bien sous le nom de PL 21. Donc, l'évaluation d'un trouble mental dans le contexte de la réserve d'activité consiste à porter un jugement clinique à partir des informations dont le professionnel dispose sur la nature des affections cliniquement significatives qui se caractérisent par le changement du mode de pensée, de l'humeur, du comportement associé à une détresse psychique ou à une altération des fonctions mentales et en communiquer les conclusions. Il est attendu que les personnes professionnelles mandatées, qu'elles exercent avec compétence, ce qui signifie que cette évaluation s'effectue selon une classification reconnue des troubles mentaux, notamment la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes et le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le DSM, que nous connaissons tous. Toutefois, il n'y a pas que ces deux seuls manuels qui proposent une nomenclature reconnue des troubles mentaux. Donc, vous voyez dans cette définition qu'il s'agit de porter un jugement clinique sur la nature des affections. Alors, cliniquement, il n'y a pas de distinction à faire entre l'acte d'évaluer et l'acte de diagnostiquer. C'est la même activité professionnelle. Donc, la définition que je vous ai lue précédemment, qui définit évaluer les troubles mentaux et évaluer la déficience intellectuelle, en fait, il s'agit d'un acte diagnostique. L'ensemble des ordres en santé mentale et relations humaines, incluant le Collège des médecins, l'Ordre des psychologues du Québec, l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec et d'autres, se sont réunis pour former un comité d'experts et sont tous d'accord sur l'affirmation que je vous fais actuellement. Depuis 2012, donc depuis l'entrée en vigueur de la loi modifiant le Code des professions, les CO ont la réserve de ces deux activités, donc évaluer les troubles mentaux pour ceux qui ont une attestation de formation et évaluer le retard mental pour ceux qui ont gardé leurs compétences à jour. Après l'adoption du projet de loi 67, cette activité, évaluer le retard mental, sera nommée évaluer la déficience intellectuelle. Donc, pour le reste de la présentation, on va parler de déficience intellectuelle et non de retard mental. Donc, vous comprenez que les conseillers et les conseillères d'orientation peuvent effectuer ces activités diagnostiques tant qu'ils ont l'attestation nécessaire par l'ordre, on va en parler plus tard dans la période de questions, ou que leurs compétences sont à jour. Alors, je passe la parole à Caroline qui va vous parler du projet de loi 67. Comme vous le savez peut-être déjà, il y a plusieurs mois, la ministre Lebel, Sonia de son prénom, a enclenché un chantier de modernisation du système professionnel. Le projet de loi 67 est apparu et se nomme la loi modifiant le Code des professions pour la modernisation du système professionnel et vise l'élargissement de certaines pratiques professionnelles dans le domaine de la santé mentale et des services sociaux. C'est dans ce contexte que nous avons déposé un mémoire visant à soutenir les modifications proposées et participer aux consultations particulières. Nous étions d'ailleurs présentes en audition le 18 septembre dernier. Le mémoire ainsi que l'audition sont disponibles sur le site de l'Ordre. Actuellement, il y a des enjeux importants en santé mentale. Au-delà des problèmes de santé mentale, il y a des difficultés d'accès qui ont vraiment augmenté depuis la pandémie. Il devenait donc nécessaire de se mobiliser les différents acteurs pour améliorer l'accès aux services, principalement en santé mentale. C'est alors que l'Ordre a collaboré avec les autres ordres en santé mentale, l'Office des professions et le ministère de la Santé et des Services sociaux pour trouver différents moyens pour améliorer l'accès aux soins.
si nous revenons un peu en arrière, là, en 2012, lors du projet de loi 21, l'évaluation devait permettre d'aider les gens à avoir accès à un service. Donc, nous avions à l'époque 4 activités réservées, dont 2 qui sont nommées ici, qui évaluaient les troubles mentaux et évaluaient la déficience intellectuelle. Mais pourtant, ces évaluations sont peu reconnues et parfois même ignorées des autres professionnels, des gestionnaires et des employeurs. Donc, alors que ce projet de loi 21 devait corriger la situation, le projet 67 propose maintenant de remplacer le terme évaluer pour diagnostiquer, pour finalement enlever toute confusion et faciliter l'accès à la clientèle, au service, pardon, pour la clientèle. L'impact de ce changement sémantique dans la pratique, on pourrait croire qu'il n'est pas si grand, puisqu'il n'y aura aucun changement pour les professionnels qui l'exercent. C'est-à-dire que ceux qui évaluent continueront d'évaluer et les mécanismes qui encadrent la pratique continueront d'exister. Donc, l'encadrement existera toujours. Mais pourtant, pour l'accès pour la population, il y aura de gros changements. Les rôles seront clarifiés, ce qui facilitera la collaboration entre professionnels. Cela pourra aussi réduire le temps d'attente et améliorer la prise en charge, c'est-à-dire faciliter l'accès à des services et même différentes prestations. On peut croire des programmes, des services d'aide financière ou autres quand on parle de prestations et services. Et c'est aussi la reconnaissance des conclusions cliniques des activités que les CO font déjà. Donc, comme nous l'avons mentionné, il ne s'agit pas de nouvelles activités, mais plutôt d'une reconnaissance de ces activités. Voici quelques exemples pour éclairer notre propos. Dans un premier temps, si nous prenons l'exemple d'un étudiant en réadaptation physique dans le secteur de la santé et des services sociaux, comme je vous dis, c'est un exemple, si cette personne présente un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience intellectuelle non diagnostiquée, elle pourrait être orientée vers des programmes spécialisés grâce au diagnostic réalisé par un ou une conseillère d'orientation, et ce, sans avoir à consulter un médecin au préalable. Si nous prenons l'exemple dans le domaine de l'éducation, lorsqu'une personne étudiante présente une anxiété importante nécessitant des accommodements scolaires, ou une conseillère d'orientation pourra évaluer la situation et recommander des ajustements directement dans son milieu. Cela permettra de répondre rapidement à ses besoins sans attendre un diagnostic médical, facilitant ainsi son accès à des mesures appropriées et évitant ainsi un passage dans un système de santé déjà engorgé. Et comme troisième exemple, prenons l'exemple d'une personne qui a tendance à perdre régulièrement ses emplois en raison de difficultés dans la gestion de ses émotions. Elle pourrait bénéficier d'un contrat d'intégration au travail grâce à un diagnostic de trouble de la personnalité effectué par une ou une conseillère d'orientation. Cette mesure de soutien facilite son embauche et son maintien en emploi. Aussi, en collaboration avec le réseau de la santé, elle pourra avoir accès au suivi d'un infirmier ou d'une infirmière spécialisée en santé mentale et d'un groupe de gestion des émotions. Tout ça pour assurer son intégration et sa persévérance. Nous ne connaissons pas encore la date exacte où le projet de loi sera adopté, mais suite à l'adoption, nous savons que le mot évaluer sera modifié pour diagnostiquer. Et dès que la loi sera en vigueur, l'Ordre mettra en place différents moyens pour vous tenir au courant, mais également la population, les autres ordres, les professionnels. Et vous voyez à l'écran les différentes étapes. Donc, tout d'abord, ça sera l'étude détaillée du projet de loi article par article, la prise en considération du rapport de la commission parlementaire, l'adoption du projet de loi par le vote des députés et finalement, l'entrée en vigueur de la loi. Comme on vous l'avait dit au tout début, la deuxième partie laissera place à une période de questions. Donc, c'est le moment où nous répondrons aux questions que vous nous avez posées régulièrement. Alors, je laisse la parole à Gaëlle. Merci, Caroline. Alors, effectivement, c'est les questions qui nous sont venues souvent à l'ordre, donc on va prendre le temps de les regarder ensemble. Donc, tout d'abord, quelles sont les différences entre les activités réservées des CO?
Alors, comme vous le savez, les conseils d'orientation ont la réserve de 4 activités professionnelles dans le but de protéger le public pour s'assurer que seulement les personnes dûment formées puissent les exercer. Donc, vous avez sur notre site web déjà, dans la section membres, activités réservées, des capsules qui expliquent 2 des activités réservées. Les 2 premières que vous voyez à l'écran actuellement. Donc, deux de ces activités-là sont des activités d'évaluation de la personne. On doit les différencier des 2 autres qui sont des activités d'évaluation du trouble. Donc, nos 2 activités réservées d'évaluation de la personne impliquent d'évaluer l'impact des troubles mentaux qui sont déjà diagnostiqués par d'autres professionnels. Donc, on parle d'évaluer une personne atteinte d'un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité. On parle également d'évaluer un élève handicapé ou en difficulté d'adaptation dans le cadre de la détermination d'un plan d'intervention en application de la loi sur l'instruction publique. Les 2 autres activités sont celles dont on parle aujourd'hui. Donc, il s'agit d'évaluer les troubles mentaux et d'évaluer la déficience intellectuelle. Ce sont, comme j'ai expliqué au début, des troubles, des activités où le trouble est évalué et on veut déterminer la présence de ce trouble, donc est-ce qu'il y a un trouble ou non, et la nature, mais de quel trouble il s'agit. Donc, nous avons ces 2 catégories-là d'activités réservées. Une autre question c'est quelle est la différence entre évaluer les troubles mentaux et évaluer la déficience intellectuelle? Évaluer les troubles mentaux, c'est un terme plus large qui englobe une différente gamme de conditions. Donc, il s'agit de tous les troubles auxquels vous pourriez penser, les troubles de l'humeur, les troubles dépressifs, les troubles anxieux, les troubles bipolaires, et ainsi de suite. Les troubles mentaux nécessitent une formation spécialisée. Dans le cas des conseils d'orientation, une attestation. Ça va donc concerner une large gamme des troubles qui vont affecter la pensée, l'humeur et le comportement. Quand on parle d'évaluer la déficience intellectuelle, il s'agit d'un trouble parmi les autres. Donc, la déficience intellectuelle est un trouble mental. La différence entre les 2, c'est que pour évaluer la déficience intellectuelle, les conseils d'orientation doivent avoir maintenu leurs compétences à jour suite à leur formation initiale, mais n'ont pas besoin d'une attestation particulière. Ça peut être réalisé par tous les conseils d'orientation. Bien sûr, à condition d'avoir leurs compétences à jour et de les avoir maintenues. Alors, une autre question, c'est une question qu'on se fait poser souvent, souvent par d'autres professionnels ou par ceux qui ne connaissent pas cette activité. Donc, quels troubles peuvent diagnostiquer les conseillers et conseillères d'orientation? Les conseillers et conseillères d'orientation qui ont l'attestation et qui sont autorisés à diagnostiquer les troubles mentaux peuvent tous les diagnostiquer. On va parler notamment de troubles anxieux, troubles dépressifs, troubles bipolaires et apparentés, troubles obsessionnels compulsifs et apparentés, et ainsi de suite. Donc, le conseil d'orientation qui a son attestation peut tous les diagnostiquer. Bien sûr, il est important de mentionner qu'un professionnel doit toujours agir avec prudence et exercer un devoir de réserve avant de diagnostiquer un trouble. Il peut avoir à consulter d'autres professionnels lors de son diagnostic différentiel. Il peut avoir à émettre un diagnostic provisoire s'il n'a pas toute l'information pour émettre un diagnostic, ou encore référer si le trouble dépasse sa compétence et son expertise. Concernant la déficience intellectuelle, le diagnostic de la déficience intellectuelle, bien, tous les CO peuvent le faire, comme j'ai mentionné, à condition d'avoir les compétences nécessaires et de les avoir maintenues à jour. Alors, je continue avec une autre question. À qui s'adresse la pratique de l'évaluation des troubles mentaux, incluant la déficience intellectuelle? Alors, c'est une question qui nous revient souvent, mais pourquoi je ferais ça? Pourquoi j'irais chercher cette attestation-là? Je vous répondrai candidement que c'est pour tous les CO. Ça peut s'adresser à tous les CO, ceux qui veulent bonifier leur offre de services, ceux qui veulent élargir leur clientèle ou qui veulent contribuer à améliorer l'accès aux soins et services adaptés à la santé mentale des personnes clientes. Donc, je vous donne quelques exemples. Ça va être en lien avec les exemples que Caroline a mentionnés tout à l'heure. Donc, en milieu scolaire, le diagnostic va permettre une intervention plus adaptée, plus rapidement dans le milieu même. Il va permettre l'accès à des accommodements sans avoir à passer par un médecin. Donc, le conseil d'orientation pourra faire le diagnostic et les recommandations qui viennent avec. En milieu d'employabilité, le diagnostic peut donner accès, par exemple, à un contrat d'intégration au travail pour les personnes en situation de handicap.
En réadaptation, on peut penser aussi que le diagnostic pourra prolonger un arrêt de travail, permettre un retour au travail ou encore donner accès à des prestations. Donc, les diagnostics qui seront faits par les conseillers d'orientation et qui sont déjà faits à l'heure actuelle vont pouvoir permettre d'améliorer les trajectoires de soins, d'améliorer la rapidité d'accès aux services sans avoir à passer par le milieu de la santé. Donc, pour tous les domaines, le diagnostic permet d'arrimer l'intervention à la situation de la personne cliente sans avoir à interrompre la prestation de service. Prochaine question. Quel est le lien entre l'orientation, l'évaluation des troubles mentaux et la pratique de la psychothérapie? D'abord, pour savoir que tous les CO peuvent évaluer la personne et intervenir auprès de personnes ayant déjà un diagnostic de trouble mental ou neuropsychologique. Mais s'ils ont une attestation de l'ordre, ils peuvent également diagnostiquer les troubles mentaux. Et s'ils ont le permis psychothérapeute, je l'ai dit vite, psychothérapeute, émis par l'Ordre des psychologues du Québec, ils peuvent également traiter les troubles mentaux. Donc, on voit bien dans les trois exemples, dans les trois compétences, qu'on peut y aller d'une continuité de service, c'est-à-dire y aller de l'évaluation jusqu'à l'intervention auprès de la personne cliente. Mais comment obtient-on le diagnostic des troubles mentaux? Les CO sont autorisés à exercer l'évaluation des troubles mentaux uniquement s'ils sont titulaires de l'attestation de formation qui est délivrée par notre ordre, en conformité avec le règlement sur une activité de formation des conseillers d'orientation pour l'évaluation des troubles mentaux, délivré par le comité d'évaluation pour l'attestation de formation. Donc, le conseiller d'orientation doit remplir l'une ou l'autre des conditions suivantes, c'est-à-dire avoir suivi avec succès une formation théorique et pratique dont le contenu est prévu via un de nos règlements et dispensé par des personnes formatrices et des personnes superviseurs qui répondent également aux critères de reconnaissance prévus au règlement. Il est aussi possible d'obtenir une dispense conformément aux dispositions prévues à notre règlement. Et cela est possible seulement si la formation est équivalente à celle obtenue via l'attestation. Quel est le mandat du comité d'évaluation pour l'attestation de formation pour les troubles mentaux? Le comité a pour but d'abord de recevoir les demandes pour évaluer, pour l'obtention, d'une attestation de formation pour l'évaluation des troubles mentaux. Il étudie après les dossiers des personnes candidates, étudie un à un chacun des dossiers pour en procéder à une analyse détaillée de ce dossier, pour enfin prescrire la formation nécessaire aux besoins pour en arriver à l'obtention de l'attestation de formation. Puis, il émettra une recommandation au conseil d'administration de l'ordre qui permettra l'émission de l'attestation une fois la formation complétée. Et quelle est la composition de ce comité d'évaluation? Le comité est composé de 3 membres de l'ordre, nommés par le conseil d'administration. Il s'agit de 3 experts en diagnostic des troubles mentaux. Et le comité est appuyé par un ou une secrétaire membre de l'équipe de permanence de l'ordre. Quelles sont les exigences de formation pour obtenir l'attestation de formation pour l'évaluation des troubles mentaux? Alors, cette formation-là est en 2 volets. Il y a d'abord une formation théorique et ensuite une formation pratique. Il s'agit de 3 crédits sur les facteurs biologiques, 3 crédits sur la psychométrie, 3 crédits sur les théories de la personnalité et du développement, 6 crédits sur la psychopathologie, dont 3 qui doivent avoir été suivis au 2e cycle, et puis 6 crédits au choix dans le domaine de l'évaluation des troubles mentaux, de la psychométrie et de la classification des troubles mentaux, tous au 2e cycle également. Donc, selon votre profil, selon votre formation initiale, les exigences de formation vont varier. Si c'est des cours que vous avez déjà suivis, vous n'aurez évidemment pas besoin de les suivre une 2e fois. Vient ensuite la formation pratique. Donc, on parle d'une pratique supervisée de 500 heures qui est consacrée à l'évaluation des troubles mentaux. Donc, 100 heures de contact direct, 30 heures de supervision avec un minimum de 14 heures en individuel et un minimum de 15 clients pour assurer que chaque conseil d'orientation qui a l'attestation a vu une gamme variée de troubles
et assure sa compétence minimale. En ce qui concerne la supervision doit être effectuée par une personne qui est habilitée à évaluer les troubles mentaux. Elle peut être membre de l'OCCOQ, donc de notre ordre. Elle peut être membre de l'Ordre des psychologues du Québec, du Collège des médecins ou de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec. Alors, la question que vous posez tous, bien sûr, quels sont les délais pour l'obtention d'une attestation? Il faut comprendre que les délais peuvent grandement varier. Ça va beaucoup dépendre de votre formation initiale, de la quantité de cours que vous avez à compléter. Ça va dépendre de la quantité de dossiers qui sont à l'étude au moment du dépôt de votre demande et puis du délai que vous allez prendre pour compléter la formation exigée à temps plein, à temps partiel, un cours par session. Donc, comme la formation peut aller jusqu'à 7 cours à compléter, puis 500 heures de supervision, vous comprenez que ça peut aller jusqu'à s'étaler sur plusieurs années. Ce n'est pas un processus de quelques semaines, à moins que vous ayez déjà vraiment rempli tous les critères de formation théorique ou qu'il vous reste juste une partie à faire. Donc, quelles sont les décisions possibles du comité d'évaluation pour l'attestation de formation des troubles mentaux? Donc, après avoir étudié votre dossier, le comité va rendre une décision. Il va l'avoir analysé en détail, hein. Je rappelle qu'il s'agit d'experts qui vont étudier les cours, le contenu des cours. Alors, ça va dépendre de votre dossier. La première chose, c'est que votre dossier pourrait être accepté parce que vous avez déjà toute la formation nécessaire, vous avez déjà fait tous les cours théoriques et la supervision, et donc votre attestation peut vous être émise. Dans le cas de personnes faisant une demande d'équivalence de formation, vous pouvez avoir une dispense de formation complète ou une dispense de formation partielle. C'est le comité qui va déterminer si vos compétences, votre expertise est équivalente à la formation qui est requise par le règlement. Et puis là, ça peut être donc, comme j'ai dit, une dispense complète ou partielle. Vous pouvez aussi avoir aucune dispense et avoir à compléter toute la formation qui est prescrite par le règlement. Donc, une dernière question quand même assez importante. Quel est le rôle de l'ordre dans la protection du public en lien avec les activités de diagnostic des troubles mentaux et diagnostic de la déficience intellectuelle? Eh bien, l'ordre surveille la pratique illégale de ces activités. On surveille s'il y a des conseillers d'orientation qui effectuent des diagnostics sans attestation ou sans avoir leurs compétences à jour. On surveille la compétence des membres à travers l'inspection professionnelle et l'inspection sur la compétence. Donc, on s'assure que lors du questionnaire d'inspection professionnelle, il y a une section particulière ciblée et puis lors des visites, là, de vérifier des dossiers puis de valider si la personne a toutes les compétences nécessaires pour effectuer ses activités. Et puis finalement, on voit l'application de la politique du développement des compétences lors de l'inspection professionnelle spécifiquement pour en assurer le respect. Donc, assurer que si vous diagnostiquez la déficience intellectuelle ou vous diagnostiquez les troubles mentaux, que vous vous êtes maintenu à jour dans votre compétence. Donc, voilà ce qui termine les questions. Bien sûr, j'imagine qu'il y a d'autres questions qui peuvent arriver. Je vous invite à nous contacter dans le cas où vous avez d'autres questions, mais généralement, voici celles qui reviennent le plus fréquemment. Cela met également fin à notre présentation. Peut-être qu'on vous a donné le goût d'aller chercher cette attestation, comme il a été dit précédemment, pour augmenter l'accès aux services pour la population. Donc, il est important de savoir que dans un deuxième temps, il y aura une autre présentation qui est prévue. Toutes les étapes concrètes pour vous permettre d'avoir accès à l'attestation vous sera expliquées. Donc, peut-être que ça répondra aux prochaines questions que vous aviez déjà en tête. Alors, merci d'avoir été des nôtres et bonne journée.